Il admet sa peur au moment où il se dit invincible. Sur une scène en Iowa, micros ouverts, Donald Trump déroule un récit de victoire totale. Il dit aimer l'Iowa, rappelle qu'il y a gagné 3 fois, que les portes se sont fermées et ils ont dit Trump a gagné. Il parle d'une économie prête pour une explosion très positive, de chiffres records, de contrôles retrouvés. Et puis, sans y être forcé, il lâche autre chose, les élections de mi-mandat. C'est la seule chose qui m'inquiète. Voilà la contradiction. Si tout va aussi bien, pourquoi cette inquiétude précise? Et pourquoi vous devriez y prêter attention, vous? Parce que quand un dirigeant empile les succès tout en signalant lui-même son point faible, ce n'est pas de la confiance brute, c'est de l'anticipation. Mais voici la partie que peu de gens remarquent. Il n'explique pas seulement ce qui a été fait, il prépare le terrain pour ce qui pourrait arriver. Regardez ce qu'il justifie avant toute attaque. Ce détail change tout et annonce la suite. Et ce moment n'est pas isolé et c'est là que l'histoire s'élargit. Dans cette interview, Trump ne raconte pas tout. Il sélectionne, il donne environ 2/3 de l'information, jamais plus. Il parle d'Iowa, des foules, des sondages, les meilleurs qu'on ait jamais eus. Il affirme que le pays vit l'année la plus record de l'histoire, que la criminalité est au plus bas jamais enregistré, que l'économie va bientôt connaître une explosion positive. Mais il place tout cela dans un cadre plus large, celui d'un pouvoir qui gagne et qui sait que gagner ne suffit pas. Il rappelle un fait historique précis. Depuis 1938, les présidents en exercice remportent très rarement les élections de mi-mandat. Personne ne peut expliquer pourquoi, dit-il. Et c'est là la vraie question. Si les chiffres sont bons, si les résultats sont là, pourquoi le système se retourne-t-il presque toujours contre celui qui est au pouvoir? Est-ce vraiment psychologique, comme il le suggère, ou structurel? Parce que si ce schéma se répète, alors ce qui se joue ici dépasse largement cette interview. Et c'est ce point-là que Trump commence à contourner sans encore le nommer. Il fait une affirmation forte, puis il l'ancre immédiatement dans des détails précis. Trump ne dit pas simplement que le pays va mieux. Il martèle des scènes concrètes. À Washington, D.C., vous pouvez marcher avec votre famille au milieu de la rue. Rien ne va arriver. Il parle de chiffres nets. Plus de 2000 criminels endurcis retirés de la capitale, des milliers sortis du Minnesota, 67% de criminalité en moins en 4 semaines à la Nouvelle-Orléans. Ce ne sont pas des généralités abstraites, ce sont des images qu'il veut que vous voyiez, des rues, des familles, des monuments. Puis il ajoute un autre détail clé. C'est la seule place où on a un problème, le Minnesota. Une exception isolée, selon lui. Mais remarquez ce qui manque. Il empile les succès, il cite des lieux, des nombres, des résultats, sans jamais s'attarder sur les mécanismes précis qui les relient. Il affirme que ça marche partout, sauf là. Et quand quelqu'un insiste sur ce « sauf », le ton change. C'est là que le récit commence à se tendre, parce qu'une anomalie dans un discours de contrôle total n'est jamais anodine. Et cette anomalie va bientôt prendre toute la place. À partir de là, le récit accélère et la normalité commence à se fissurer. Parce que ce qui est décrit comme une exception devient soudain le centre de gravité. Le Minnesota n'est plus juste un endroit où ça se passe différemment. Il devient le point de friction. Trump parle de vidéos vues par tout le pays, d'agents confrontés à des foules, de gens qui interfèrent physiquement avec l'application de la loi. Il insiste. Ailleurs, ça fonctionne. À Memphis, à Washington, à la Nouvelle-Orléans. Mais ici, non. Et c'est là que la comparaison implicite apparaît. Pas académique, pas historique au sens scolaire, systémique. Quand une méthode est présentée comme efficace partout, mais qu'un seul endroit résiste, 2 options existent. Soit la méthode est fragile, soit la résistance est organisée. Et Trump choisit clairement la deuxième lecture. Il parle de « paid agitators », de « paid insurrectionists », des mots lourds, des mots qui transforment un problème local en menace nationale. Et remarquez comme cela devient presque normalisé dans son discours. De l'idée qu'un État puisse s'opposer frontalement à une politique fédérale n'est plus choquante. Elle est intégrée, acceptée. Et c'est exactement là que le seuil est franchi. Parce qu'une fois que ce type de conflit devient routinier, l'escalade n'est plus une question de si, mais de quand. Puis vient l'élément qui change définitivement la lecture.
Trump ne se contente plus de parler de sécurité ou de désordre. Il introduit une contradiction frontale entre les images et le récit. Il évoque une scène précise, un homme portant une arme chargée avec 2 chargeurs, une vidéo vue par tout le pays. Il dit que c'est terrible, des 2 côtés. Mais immédiatement après, il déplace le cadre. Il parle de radicalisation. Puis, il ajoute un détail inattendu, les parents étaient de grands fans de Trump. Ce n'est pas anodin. Ce détail brouille la ligne classique du conflit. Ce n'est plus eux contre lui. C'est quelque chose qui se fissure à l'intérieur même de son propre camp supposé. Et là, il insiste sur un autre point. On prend des milliers de criminels, des meurtriers, des monstres. Il cite un chiffre précis, 11 888 meurtriers entrés sous la politique de frontières ouvertes. Les mots sont choisis pour créer un contraste brutal. D'un côté, un cas isolé amplifié par les images, de l'autre, des milliers de cas invisibles. Et voici la phrase qui renverse tout. Si on se trompe sur une seule personne, c'est les gros titres. À partir de là, ce n'est plus une discussion sur l'ordre. C'est une bataille sur ce qui mérite d'être vu et ce qui est volontairement laissé hors champ. À ce stade, les développements s'empilent trop vite pour être ignorés. D'abord, il y a le déplacement des figures clés. Tom Homan arrive sur le terrain, puis presque en même temps, il est question d'un changement de commandement à Minneapolis. Pas un retrait, insiste Trump, un ajustement. Ensuite, il y a les appels. Il dit avoir parlé au gouverneur, puis au maire. Tous demanderaient la même chose. Comment on règle ça? En parallèle, il affirme que des centaines de comptables passent les chiffres au peigne fin, que le problème réel n'est peut-être pas la rue, mais l'argent. 19 milliards de dollars pour le Minnesota, probablement un chiffre minimal. Et pendant que l'attention est captée par les vidéos, les confrontations, les mots forts, il suggère autre chose, une distraction. Depuis le premier jour, dit-il, j'ai pensé que c'était une diversion. Sécurité, immigration, fraude, politique locale, pression médiatique, tout se mélange. La situation ne se stabilise pas, elle se densifie. Et plus elle se densifie, moins il y a de place pour le contrôle total qu'il revendique ailleurs. La question devient alors inévitable. What happens if this continue? Et maintenant, ramenez ça à votre propre point de vue. Imaginez ce que cela signifie concrètement quand l'État parle de milliers de criminels retirés, de villes redevenues sûres, mais que l'image dominante reste celle du chaos. Trump décrit une situation où, selon lui, vous pouvez marcher avec votre famille au milieu de la rue à Washington, où Memphis ou la Nouvelle-Orléans voient leur criminalité chuter brutalement. Et pourtant, dans le même pays, une autre réalité s'impose à l'écran. Affrontements, accusations, confusion. Pour les gens ordinaires, ce décalage crée une fatigue immédiate. Vous entendez que les prix baissent, que l'essence est passée de plus de 4 $ à 1,85 à Iowa. Vous entendez que l'inflation est finie. Mais en même temps, vous voyez un système qui semble toujours au bord de la crise suivante. Ce n'est plus une question d'idéologie, c'est une question de confiance quotidienne. À qui croire quand les chiffres et les images racontent 2 histoires différentes? Et quand cette tension devient permanente, ce sont les citoyens qui vivent dans l'entre-deux. Si cette sensation vous semble familière, dites-le dans les commentaires. C'est là qu'il faut sortir de la réaction immédiate et regarder le mécanisme. Ce que Trump décrit, sans toujours le nommer, c'est un système qui fonctionne par incitation et par spectacle. L'ordre produit des chiffres. Le désordre produit des images. Et dans l'espace public, les images gagnent presque toujours. Il explique que retirer des milliers de criminels ne fait pas la une, mais qu'une seule erreur devient un scandale national. Ce n'est pas un accident, c'est une logique. Les responsables politiques sont incités à réagir à ce qui choque, pas à ce qui fonctionne silencieusement. Les médias amplifient ce qui crée de la tension visuelle. Les acteurs locaux, eux, se retrouvent pris entre coopération et confrontation, entre gouverner et signaler. Et plus le système est polarisé, plus chaque camp a intérêt à maintenir la friction. Ce qui est troublant, c'est que dans ce cadre, même le succès devient instable. Une politique peut marcher statistiquement tout en échouant narrativement. Et quand le récit échappe au contrôle, le pouvoir devient défensif, même au sommet. C'est plus discret que la colère.
Mais c'est plus dangereux, parce qu'un système qui fonctionne ainsi prépare toujours sa prochaine crise. À partir de là, deux trajectoires se dessinent et aucune n'est stable. Première possibilité, le récit de contrôle reprend le dessus. Les chiffres continuent d'arriver. Les appels entre gouverneurs, maires et administration fédérale se multiplient. Les confrontations se calment. Trump insiste déjà sur ce scénario. Il parle de situations facilement résolues, de villes qui finissent par coopérer, de problèmes qui disparaissent dès que l'attention se déplace. Dans cette version, le Minnesota devient une parenthèse, une preuve que le système peut encaisser la résistance et la dissoudre avec le temps. Mais il y a une autre trajectoire, plus incertaine, celle où chaque ajustement est lu comme un recul, où chaque changement est interprété comme une victoire par le camp opposé, où les gouverneurs postent des messages parlant de retraite et encouragent la pression à continuer. Dans ce scénario, le conflit n'a plus besoin d'escalader matériellement. Il s'auto-entretient narrativement. Et c'est là que la dynamique devient dangereuse, quand personne n'a intérêt à calmer le jeu, même si tout le monde affirme vouloir une solution. À ce stade, la prochaine étape ne dépend plus d'une décision officielle. Elle est déjà en train de se former, dans la manière dont chacun se prépare à la raconter. Et au fond, c'est peut-être ça le point central que cette interview révèle. Ce n'est pas seulement une discussion sur l'économie, l'immigration ou la sécurité. C'est une démonstration de ce qui arrive quand le pouvoir doit gouverner dans un environnement où le récit compte parfois plus que les résultats. Trump parle comme quelqu'un qui a appris une leçon précise. Gagner sur le terrain ne garantit plus de gagner dans l'opinion. Les chiffres peuvent être bons, les frontières peuvent être fermées, les villes peuvent être plus sûres. Mais si l'histoire racontée à l'écran va dans l'autre sens, alors le combat continue ailleurs. Et c'est pour ça que cette scène en Iowa n'est pas anodine. Elle montre un dirigeant qui ne se contente plus d'agir, mais qui anticipe déjà comment chaque action sera retournée, amplifiée, utilisée. En une phrase, tout se résume ainsi. Ce n'est plus la politique qui crée le conflit, c'est le conflit qui structure la politique. Et tant que ce mécanisme reste intact, chaque victoire portera en elle sa propre fragilité. Si vous voulez comprendre ce qui se joue après, quand la campagne entre dans sa phase la plus tendue, abonnez-vous, parce que la suite ne se décidera pas seulement dans les urnes, mais dans la bataille du récit.